retour sur Al24 News pour ce plateau spécial et cette édition spéciale et cette couverture. On continue de la guerre au Moyen-Orient après une semaine de conflits géopolitiques militaires généralisés dans la région du Moyen-Orient. Faisal Isdaren, le président Donald Trump vient de déclarer que la Grande-Bretagne commence à peine à réfléchir à l'envoi de 2 porte-avions au Moyen-Orient. Il vient de répondre texto, je cite, jeudi au Premier ministre britannique. Nous n'avons plus besoin de ces porte-avions, mais nous n'oublierons pas cela. Comment réagir à de tels propos, Faisal Isdaren? Par quel bout, au final, prendre cette guerre entre des alliés qui n'arrivent même pas à s'entendre sur la manière d'opérer sur le plan militaire? En fait, Trump, il est en train de subir en quelque sorte les conséquences de ces menaces, de ces indélicatesses par rapport aux dirigeants, que ce soit de l'Europe ou de ses alliés proches comme le Royaume-Uni ou bien la France ou l'Allemagne. Parlons en fait de l'Allemagne. Je reprends une déclaration du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui disait lors d'une conférence de presse: s'il y a une personne qui pense que l'Europe peut se défendre toute seule, c'est qu'il rêve. C'est que il y a un certain dogme qui s'est installé dans les institutions de l'OTAN, dans beaucoup de pays européens, comme quoi, sans les États-Unis, l'Europe est démunie face à la Chine et face à la Fédération de Russie. Et cela, c'est l'un des plus grands obstacles devant justement une stratégie de défense, une stratégie de sécurité de l'Europe. C'est vrai que cette guerre a été... les Européens et même la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, l'ont pris par surprise. Et on voit que l'Espagne s'est démarquée clairement. de la participation à cette guerre, de l'utilisation de ses bases militaires. Elle a invité même les avions de ravitaillement et les avions de chasse américains à quitter carrément les bases aériennes en Espagne. On voit que même Keir Starmer, le Premier ministre britannique, le Premier ministre britannique, qui au début pris un recul par rapport à l'approche de Trump, et après certainement il y a eu des pressions et tout, mais ça reste que les États-Unis peut-être... Ça serait peut-être malvenu pour un gouvernement travailliste qui s'est engagé à mener une toute autre politique loin de la guerre. Souvenez-vous, en 2024, lors des élections législatives en Grande-Bretagne. Tout à fait, tout à fait. Donc, Trump fait cavalier seul. Et même au niveau de l'opinion américaine, l'on constate, on dénonce ce manque de stratégie, ce manque de clarté et cette ambiguïté dans l'embrasement que connaît cette guerre. On parlait de chute de régime comme objectif, mais la dernière sortie médiatique de Rubio, Marco Rubio, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères américain, déclarait que l'objectif justement de ces frappes était l'anéantissement du système de missiles balistiques iranien. Sachant que les États-Unis, quand ils sont engagés dans cette guerre, ils pensaient mener une guerre, ce qu'on appelait en allemand Blitzkrieg, c'est-à-dire une guerre éclair, mais apparemment, ça va être une guerre d'usure. Merci Faisal Isdaren. Docteur Bacha, Ali Larijani, on y revient d'annoncer qu'un certain nombre de soldats américains ont été capturés par les forces
iraniennes. Docteur Bachar, la dimension géopolitique de cette guerre semble dominer les débats des experts, notamment en ce qui concerne, vous le savez bien, le volet économique. Vous l'avez rappelé. À quoi équivaut le poids, docteur Bachar, d'un conflit multidimensionnel pareil à celui auquel nous assistons sur l'ordre géoéconomique international? Rappelons-le, un ordre géoéconomique international très fragilisé. Oui, effectivement, la question se pose de manière cruciale. Les enjeux économiques constituaient ce qu'on a appelé la guerre économique entre la Chine et les USA depuis quelques années. Donc c'est une guerre qui est extrêmement profonde, qui ne va pas s'arrêter peut-être à ces seuls aspects liés aux échanges économiques et commerciaux. Donc le risque de déflagration à l'échelle mondiale n'est pas à exclure, d'autant que les États-Unis sont dans une situation d'agressivité extrêmement forte vis-à-vis du monde sur tous les plans. Je rappellerai que ce qui se passe au Moyen-Orient, donc dans les pays qui entourent la Palestine, ne date pas d'hier. Oui. Je rappellerai que les accords de Sykes-Picot datent de mai 2016 et qu'une année après, en novembre 2017, on a eu la déclaration Balfour qui avait fait la promesse aux sionistes de leur octroyer un foyer sioniste en Palestine. Donc le jeu occidental, d'une manière générale, est assez cohérent dans leur démarche de domination du monde à travers le contrôle de ce qu'on appelle en géopolitique le Rimland, donc tout ce qui entoure le Kurland, le Heartland, donc la Russie, l'URSS, qui est stratégiquement l'ennemi mortel de l'Occident. Donc sur le jeu géopolitique, effectivement, le jeu se joue maintenant dans la domination d'une zone qui est extrêmement importante et la contrôler finalement peut équivaut pour l'Occident de contrôler le monde. Et ce qu'on a vu en termes de velléité peut-être de restructuration des instances internationales pour les rendre plus équilibrées s'avérera indubitablement impossible. Le principe, on l'a vu par exemple en termes de comportement des blocs et des pays vis-à-vis de ce qui se passe en Iran maintenant, c'est qu'on a bien compris que le fameux adage qui dit qu'il n'y a pas d'amis et il n'y a que des intérêts à l'échelle internationale est encore une fois prouvé. Donc la Russie, pour l'instant, en situation de retrait stratégique, sûrement pas en termes de retrait final, mais de retrait stratégique, en position d'attente et d'échange d'informations qui, semble-t-il, apporte une aide intéressante aux forces iraniennes pour se défendre. La Chine, qui est aussi en position d'attente, qui est peut-être la plus touchée par ce qui se passe au Moyen-Orient et vis-à-vis du détroit d'Ormuz, vu que peut-être 70% à 90%, 60 à 70% de ces approvisionnements en gaz et en pétrole proviennent de cette région. Oui. Donc, quelque part, c'est aussi une guerre qui est menée à la Chine d'une manière indirecte, puisqu'au final... Imaginez que la Chine a d'autres cordes à faire jouer justement à son arc pour pouvoir tenir d'autres alternatives. Quelles que soient les réserves qui se sont faites, je ne pense pas qu'elles pourraient résister à une fermeture durable du détroit d'Ormuz. Même si sur le plan stratégique, l'axe Indo-Moyen-Orient-Europe pourrait se construire pour contourner le détroit d'Ormuz en passant par l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas à court terme que ça va se passer et ça va se dérouler. Donc les enjeux à court terme sont très importants et on peut assister à un effondrement de certaines économies très sensibles aux approvisionnements en gaz et en pétrole et aux routes commerciales qui transitent par ces endroits-là. Rappelons qu'il ne s'agit pas uniquement du détroit d'Ormuz. Il y a 3 passages maritimes clés dans cette région, à savoir le passage de Bab el-Mandeb et également le détroit en Égypte de Suez. Voilà, pardon. Voilà. Oui, effectivement. Le canal de Suez, pardon. Voilà, c'est une zone qui est extrêmement sensible et qui va impacter et qui impacte de toutes les façons sur l'économie mondiale. Et s'il y a une récession à
à l'échelle mondiale. L'Europe est en partie touchée. On sait qu'un pays comme l'Allemagne tourne autour de 0% de croissance depuis 3 ans. L'Europe est fondamentalement endettée, subit une récession avec des possibilités d'une recrudescence du chômage. Donc les populations dans ces pays-là aussi sont en train de consolider leur opinion publique pour contrecarrer ces velléités d'agression. On sait qu'aux États-Unis, autour de 60% des sondés américains se déclarent contre cette agression. Donc les populations aussi pourraient à un moment donné se manifester pour exprimer leur désaccord, et cela, effectivement, n'est pas souhaité de la part des gouvernants occidentaux. Et on le voit à travers les réticences, entre guillemets, que donnent à voir certains pays européens pour ne pas s'aligner d'une manière tout à fait automatique sur la ligne atlantique ou sur les visées en termes de coopération dans le cadre de l'OTAN. Donc les enjeux sont très importants. Maintenant, on pourra voir peut-être tout à l'heure quel est le véritable potentiel de l'Iran de résister. Est-ce qu'elle pourra effectivement... C'est un débat que l'on a très peu dans les médias. Effectivement. Voilà, il convient de... Effectivement, ça reste, et en même temps, un pays comme l'entité sioniste, c'est un pays qui n'a... un pays, je dis ça entre guillemets. Oui, l'entité. L'entité n'a aucune possibilité de survie en dehors des Américains. Exact. Si jamais les Américains arrêtaient leur logistique militaire et d'appui comme ils le font, l'entité va s'écrouler au bout d'une semaine. Donc c'est un enjeu qui est aussi à l'échelle planétaire. Et quelque part, c'est une sous-traitance des velléités américaines qui jouent... à mon avis, ce n'est pas une incohérence entre le discours de l'entité qui vise à agir de manière forte et le discours, disons, trumpiste ou républicain qui vise à atténuer. On passe par attaquer tout ce qui est arsenal nucléaire, ensuite balistique, ensuite changer de régime, ensuite rechercher un régime plus modéré, on pourrait l'accepter. Mais c'est un partage de rôle. Je vous assure, moi je ne crois pas à cette dissension entre les deux. L'un a une vision sioniste qui est claire d'occuper le maximum du territoire au Proche-Orient. L'autre a une vision hégémonique à l'échelle mondiale où, en parallèle, il doit aménager une opinion publique américaine qui est extrêmement contraire à toutes ces velléités d'agression et d'impérialisme et qui est contraire à toutes les promesses qui leur ont été faites durant les campagnes électorales ces dernières années. Donc c'est ce double jeu où sur le terrain, on est dans l'agressivité totale et sur le plan du discours, on cherche à aménager des mots qui visent à atténuer, à rendre l'opinion publique moins vigilante. Et cela se verra peut-être, on verra l'issue peut-être assez rapidement. Très bien, merci docteur Bacha. Vous aviez à l'écran tantôt la banlieue sud du Liban ou de Beyrouth, la capitale libanaise, où le Hezbollah annonce riposter depuis quelques minutes à des tentatives d'incursion sionistes, notamment dans la région de Bouabt Fatma, sur les frontières avec la ville de Kfar Kala, notamment avec une salve de missiles. Mahdi Boukaouma, je reviens vers vous. Plusieurs sources des bombardements l'ont fait signe également sur le sud de Beyrouth, sont en cours actuellement. Mahdi Boukaouma, je disais donc que plusieurs sources médiatiques sérieuses indiquent que l'entité sioniste et le Mossad organisent actuellement des opérations sous fausse bannière, connues sous le terme de False Flag Operations, consistant bien entendu en des attaques contre les pays voisins de l'Iran, notamment ceux du Golfe. Est-ce une preuve de plus que le véritable objectif de cette guerre serait de déstabiliser durablement la région au profit d'un projet au contour messianique? Docteur Bacha vient de le préciser, le Grand Israël en l'occurrence, alors que ce qui est mis en avant par la rhétorique et le storytelling occidental, c'est la prétendue sécurité de l'entité sioniste. Si vous parlez de ça, il faut bien rappeler les propos du Premier ministre sioniste lors de ses déclarations depuis 2023 et même récemment de son ministre économique, où il a rappelé que
si on parle de Beyrouth, qu'elle allait ressembler à Khan Younes. Oui. Il faut aussi donner de l'importance au concept et aux mots qu'on dit. Parce que le premier ministre sioniste, de l'entité sioniste, a parlé sur une guerre existentielle. Ça veut dire il a parlé aussi en 2023 ou 2024 que la géographie du Moyen-Orient va changer. Là, on voit que l'entité sioniste a un projet, c'est la séparation et remettre en cause l'État-nation au niveau du Moyen-Orient. Parce que si on parle ce qu'ils veulent faire dans beaucoup de pays au Moyen-Orient, c'est la remise en cause des États-nations, c'est les Sykes-Picot 2. Et même l'Iran, on parle des Kurdes et tout ça, c'est la déstabilisation des États, c'est la remise en cause des frontières, des nations et surtout de leurs frontières. Tout ça, c'est la déstabilisation de ces États et surtout mettre le grand chaos, parce que maintenant l'objectif de l'entité sioniste, c'est faire un grand chaos et aussi étendre sa puissance, et c'est une extension qui n'a pas de limite, parce que si on parle... Le président américain indiquait récemment que les cartes de l'Iran devaient changer. C'est là le plus dangereux, c'est remettre en cause les États-nations du Moyen-Orient, parce qu'on veut changer les frontières et on veut changer les États, et là c'est très dangereux pour l'avenir sécuritaire, et c'est ça qui pousse aussi à revoir la politique sécuritaire de beaucoup de pays du Moyen-Orient. C'est comment faire une sécurité commune et surtout une sécurité souveraine des pays du Moyen-Orient pour faire face au niveau. Et si on parle aujourd'hui des grands défis, vous avez bien parlé du détroit d'Ormuz, mais il faut rappeler aussi, il y a le grand défi de la mer Rouge. On a vu en 2023, en 2024, comment les Houthis ont eu des conséquences sur l'économie mondiale, sur la navigation. Imaginez, jusqu'à aujourd'hui, l'Iran n'a pas utilisé la carte des détroits et n'a pas utilisé toutes ces cartes. Là, ça commence à devenir très dangereux pour Elle a annoncé tout de même la fermeture depuis quelques jours du détroit d'Ormuz. Là, c'est très dangereux. Surtout, on a parlé d'interdépendance. Des navires marchands ont même été ciblés, qui ont tenté justement de là, c'est le volet de l'interdépendance économique, mais il y a aussi le volet d'interdépendance sécuritaire. Parce que là, si on prend le Moyen-Orient comme bloc, c'est un complexe sécuritaire régional, il y a une interdépendance sécuritaire, parce que dès qu'un pays est touché, l'autre est touché. Là on est entré dans un engrenage. Chaque jour, il y a des nouveaux acteurs. Et aussi, vous avez parlé, l'entité sioniste joue la carte d'impliquer beaucoup d'acteurs et surtout la division. Tout ça crée le grand chaos, et malheureusement, l'avenir d'unité de certains États-nations au Moyen-Orient est remis en cause, parce qu'ils jouent cette carte de la déstabilisation des pays et aussi d'insertion de nouveaux acteurs, et là ça devient très dangereux pour l'avenir. Merci Madi Boukaouba. Miret Zaki, la dernière séquence à laquelle on assiste dans cette guerre, c'est bien entendu l'opération terrestre sur l'Iran qui est annoncée depuis quelques jours. Est-ce que c'est en soi un aveu d'échec, je le disais, compte tenu du fait que les frappes aériennes n'ont pas fait plier l'Iran? Et le plus important à savoir, qui composera ces troupes? Évidemment, c'est un aveu d'échec, d'inefficacité. Face au blocage du détroit d'Ormuz, il n'y a qu'une intervention terrestre apparemment qui pourrait leur permettre d'essayer de contrôler le détroit, puisqu'ils ont aussi promis qu'ils allaient faire ça. Ils ont peut-être parlé trop vite. Mais aujourd'hui, on parle de 150 000 Kurdes prêts à se battre au sol pour le compte des États-Unis et d'Israël, avec le soutien de la CIA, en échange d'une promesse d'État le jour où on pourra enfin contrôler et démanteler l'Iran. Tout ça est extrêmement hypothétique. Aujourd'hui, ce qu'on voit surtout, effectivement, c'est une guerre sale, avec des opérations sous faux drapeau, des peut-être fausses attaques de drones non identifiées qui peuvent être attribuées à un tel ou un tel pour semer le chaos, pour mettre les pays du Golfe contre l'Iran, qui doit ensuite s'excuser, mais qui doit quand même maîtriser les bases américaines. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est vrai que ces interventions américano-israéliennes ont vraiment commis une destruction systématique des États du Moyen-Orient pour que jamais un État, une puissance régionale ne puisse vraiment émerger, se développer, évoluer. On a vu l'Irak détruit, le Liban, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, des pays laissés dans un état chaotique, leur développement empêché, des factions qui prolifèrent avec des armes à l'abandon d'un État effondré. Donc tout ça, les gens l'ont vu, et les Iraniens aussi, et ils vont s'en souvenir de plus en plus
alors que le doute maintenant est en train de se développer dans leurs esprits face au bombardement pour le moins non chirurgical, désordonné, qui détruit des grands pans du pays, suite à la mort des 165 petites filles dans une école, Oui. qui n'a causé que de l'indifférence du côté israélo-américain. On commence à voir exactement des scénarios qu'on connaît se reproduire. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Israël, cette situation est très, très négative parce que depuis la guerre à Gaza, ce pays est infréquentable et Israël survit grâce au fait que c'est un hub qui se voulait rivaliser avec les hubs arabes, devenir une destination d'investissement, Oui. de tourisme, de culture, etc. Et ça, c'est complètement raté maintenant depuis octobre 2023 quand même. Et ça pourrait se prolonger. Ils ont sacrifié leur infaillibilité en échange d'un gain futur, l'accomplissement de cette expansion impérialiste et colonialiste qui est extrêmement coûteuse, qui ne s'accomplit pas, qui aux États-Unis rencontre une certaine opposition politique, un endettement extrême. Et donc aujourd'hui, plus important encore, les investisseurs, ils ne sont pas contents. Les marchés d'actions chutent partout dans le monde. Il n'y a aucun gain pour l'instant, à part pour les titres de l'armement. C'est vrai que si vous regardez le titre de l'armement israélien, c'est Elbit Systems, la principale boîte qui construit l'armement, qui a fait énormément de morts à Gaza et qui fait aujourd'hui des morts en Iran. Elle a gagné 300% en bourse depuis la guerre à Gaza et 16% depuis les frappes sur l'Iran. Et des groupes d'armement américains comme Lockheed Martin, Oui. Northrop et Raytheon, etc., General Dynamics gagnent entre 5 et 7%. Mais c'est peu de choses pour l'instant pour les profiteurs de guerre, pour ceux qui voulaient cette guerre. Personne pour l'instant n'y gagne. Et surtout le pétrole qui monte à $90, c'est un peu une catastrophe quand même. $94, Mireille Zeki. Voilà. Ouais. Donc, énorme, flambée totale. C'est vrai qu'il était à $140 pendant la guerre en Ukraine, mais là, on pourrait y arriver parce que ça se prolonge. Et nous tous, on verra l'impact à la pompe à essence quand on ira faire le plein. C'est-à-dire, on provoque une inflation mondiale, ça va faire énormément de mécontents. Ce début d'année, on avait eu la chance que l'inflation avait baissé, que le pétrole était très très bas, descendu à 50, et ça repart. Donc, le coût, il est maintenant porté par nous tous. Chacun de nous, contribuables citoyens, paye le prix de cette guerre qui se prolonge tous azimuts, qui fait flamber les matières premières. On va le voir partout, sur tous les prix. Et l'opinion mondiale est vouée à protester, à s'opposer à ce qui se passe de plus en plus. On le sent. Si vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, on commence à vraiment voir un basculement, y compris dans les grands médias comme le Financial Times et même le Figaro. Je trouve qu'ils font des titres assez hostiles à cette guerre, assez critiques. On n'y est pas encore sur les chaînes de TV françaises, évidemment. On a des gens qui font un peu les commentateurs sportifs des exploits de Trump et de Netanyahou, mais ça peut plus durer. On sent que c'est en train de prendre l'eau, tout ça, parce que pour moi, je peux vous dire, ma pensée fondamentale, c'est que l'Iran pourrait être le Poitiers de l'Occident. Vous savez que Poitiers a souvent été évoqué parce que c'était la ville où les Francs avaient vaincu les Morts, les Arabes, les musulmans, en 732. Stopper l'avancée, les musulmans. Voilà, on avait dit, heureusement, ils avaient reculé jusqu'à l'Espagne, ils ne sont plus jamais revenus en France. Alors, on adore dire ça. Et ben moi, je dis aujourd'hui, l'Iran, ça pourrait être le Poitiers où l'expansion occidentale va être définitivement stoppée, tout simplement parce que c'est un trop gros morceau et qu'on a gonflé la propagande à propos d'une puissance américano-israélienne qui ne semble pas réussir avec les guerres aujourd'hui et tout ce que ça nécessite. En termes de renseignement, d'intervention terrestre, de capacité de missiles, etc. C'est beaucoup trop complexe, surtout si on a cet embrasement multiple régional. Mireille Zeki, on voit à l'écran la banlieue sud de Beyrouth qui subit une nouvelle salve de frappe sioniste. L'armée sioniste vient tout juste d'annoncer de nouveaux raids sur la banlieue sud de Beyrouth en Iran, comme on le voit à l'écran en direct. Faisal Isdaran, alors après une semaine de guerre, les Nations Unies sont le grand absent.
Le Conseil de sécurité, il faut le dire, il faut le préciser, depuis que l'Algérie n'en fait plus partie, semble se soucier peu du sort de la paix et de sa sauvegarde dans le monde, et dont c'est la principale mission, rappelons-le. Est-ce que cette guerre va signer l'arrêt de mort en quelque sorte du multilatéralisme post-Seconde Guerre mondiale et consacrer peut-être de nouveau la relation, plutôt la théorie des relations internationales selon Raymond Aron, c'est-à-dire un monde anarchique où la guerre est toujours possible? Certainement, depuis quelques années, ce qu'on appelle le système westphalien qui se constitue sur le droit international, du respect de la légalité internationale, de la résolution des conflits par les voies pacifiques, diplomatiques, est révolu. L'un de vos invités a dit que on est devant l'émergence d'un nouveau ordre international, et c'est, à mon avis, c'est cela, c'est-à-dire comme disait Antonio Gramsci, l'intellectuel italien, l'ancien monde se meurt, le nouveau monde tarde à venir, et on est dans l'obscurité totale. Oui. C'est-à-dire l'Algérie avec ses positions qui sont sages, qui sont quand même mesurées, malgré la complexité de la conjoncture internationale. Voyons juste le dernier communiqué du MAE, du ministère des Affaires étrangères algérien, concernant ce qui se passe en réaction à la guerre en Iran, ce que je considère comme un communiqué mesuré, intelligent et sage, mais il est vrai que malheureusement, avec les agissements de la nouvelle élite à la Maison-Blanche, issue de la Heritage Foundation, la trop conservatrice, eh ben, ils veulent anéantir, ou bien rompre, ou compromettre plutôt, ce système qui voulait préserver la légalité internationale, le respect du droit international et l'établissement de la loi du plus fort. Merci. 30 secondes avant de marquer une courte pause. Mehdi Boukaouma, je sais que la question vous intéresse. Depuis que l'Algérie n'est plus au Conseil de sécurité, plus personne ne se soucie de la paix dans cette assemblée des 15 membres. Bien, il faut rappeler le rôle de l'Algérie. Surtout, il y a eu le communiqué des ministères des Affaires étrangères. Il faut rappeler les appels téléphoniques qu'a passé M. le Président de la République pour appeler toujours à la médiation, à la voie diplomatique. Il faut rappeler toujours le rôle de l'Algérie qu'a appelé toujours à la médiation internationale et régionale, et aussi à la souveraineté des États, au respect. Parce que maintenant, ce qui a poussé à l'élargissement de ce conflit, c'est le non-respect de la souveraineté des pays. S'il y avait le respect de la souveraineté des pays et la non-ingérence dans les affaires internes des pays, il n'y aura pas ce conflit malheureusement au Moyen-Orient. Merci Mehdi Boukaouma. Mesdames et messieurs, une dernière pause avant de revenir au débat pour cette couverture spéciale de la guerre au Moyen-Orient qui continue.